Asirana Batinga. Le paludisme, qui sévit de façon endémique dans le pays, constitue un tort à l'élan de développement socio-économique. Mais il ne pourrait être éradiqué avec le seul effort du gouvernement tchadien. Rollback Malaria, un organisme spécialisé dans la lutte contre le paludisme, veut associer ses efforts à ceux du gouvernement tchadien pour faire reculer les bornes des ravages faits par la maladie. L'audience qu'a accordé le Premier ministre Joseph Dimblangada Nadji au docteur Fatoumata Nafo Traoré, la directrice exécutive de Rollback Malaria, a pour objectif la synergie d'action pour venir à bout de la maladie. La santé est l'un des secteurs prioritaires du gouvernement tchadien. S'agissant spécifiquement du paludisme, beaucoup d'efforts ont été consentis, mais ils doivent être soutenus. C'est félicité le Premier ministre Joseph Dimblangada Nadji de l'offre de partenariat de Rollback Malaria. Docteur Fatoumata, qui s'est exprimé au sortir de l'audience, a affirmé que le Tchad peut compter sur son organisation dans le cadre de la lutte contre cette redoutable maladie. En termes de développement, si on n'a pas investi dans la lutte contre le paludisme, qu'on n'a pas véritablement sauvé les vies humaines, les plus jeunes, les moins de 5 ans qui constituent l'espoir de demain, je pense que nos efforts seront vains. Le séjour de la directrice exécutive de Rollback Malaria au Tchad a lieu à une période de prédilection pour la reproduction des moustiques vecteurs de la maladie. Elle a donc tout le temps pour apprécier la situation. Après la santé, le chef du gouvernement a parlé politique avec l'équipe du CNDP, cadre national de dialogue politique conduit par son président, Mamat Hissène, chargé d'œuvrer pour la décrispation du climat politique afin d'aboutir à des consultations électorales crédibles, à l'exemple de l'accord politique du 13 août 2007, le CNDP, vu l'urgence de la mise sur pied de la Commission électorale nationale indépendante, se rapproche donc du Premier ministre pour revoir le calendrier. C'est ce qu'a dit Mamat Hissène, le président du CNDP, au sortir de l'audience. Le dialogue politique s'est rapproché du Premier ministre après l'apparition de la loi sur la CENI pour revoir le calendrier de travail. Parce qu'il est temps de mettre en place la CENI, de faire également la réflexion sur la biométrie avec l'ensemble de la classe politique. Et pour cette raison, nous avons besoin de raccorder nos calendriers. C'est ce qu'on a fait avec le Premier ministre. À son point de vue, c'est que nous avons pu déjà nous entendre sur l'urgence, surtout de mettre en place la Commission électorale nationale indépendante et en même temps de la nécessité d'enrichir la réflexion sur la biométrie pour que tout le monde sache ce que ça signifie et comment on peut organiser cela. Ce cadre national de dialogue politique, il faut le rappeler, regroupe les partis politiques de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition démocratique. Il doit dynamiser le paysage politique par des concertations permanentes sur des questions d'intérêt national. Je vous donne la teneur de ce communiqué de presse avant de poursuivre cette édition. En mission en République populaire de Chine, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a été reçu hier en audience par son homologue chinois, Wang Yi. Au cours de cette rencontre, le chef de la diplomatie chinoise a annoncé officiellement que son pays soutient la candidature du Tchad au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité, outre la sollicitation du soutien de la République populaire de Chine, objet principal du déplacement du chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki Mahamat. Plusieurs autres questions d'importance ont été abordées. Elles concernent notamment le renforcement de la coopération bilatérale, l'intervention du Tchad au Mali, le rôle de médiateur qu'il joue en République centrafricaine et la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qu'il assure avec beaucoup de dynamisme. Le ministre des Mines et de la Géologie a effectué une descente sur le site d'exploitation de l'or de l'Inérie de Miski. C'est dans le Tibesti, une descente qui a permis à Adou Marsini de se rendre à l'évidence de l'or découvert dans les chaînes volcaniques de cette localité. Nous en avons parlé hier. Nous vous proposons une fois de plus ce reportage. Il est signé de Barobert. Cette chaîne montagne située entre le Tibesti et le Gouroukou, à plus de 1000 km de N'Djamena, attire depuis 4 mois des centaines de personnes. À bord de véhicules adaptés au désert, ces passagers partis de toutes les régions du pays convergent vers cette zone qu'il convient d'appeler l'Eldorado. Ici, on assiste à une vraie ruée vers l'or de l'Irénie de Miski. Ces précieux métals découverts par des individus suscitent l'espoir au sein des orpailleurs venus de toutes parts. Comme ce jeune venu de Pala dans le Moïkibu est situé à l'extrême sud du pays, ils sont nombreux à braver la chaleur ardente à la recherche de l'or.
Et pour l'avoir, il faut se munir d'un détecteur de métaux. On quitte le beau matin, c'est pour aller pour chercher comme ça, pour ces manières. On va aller pour chercher. Là où, comme avant, on a montré comme le trou là, quand où ça sonne ici, là, on va se creuser ces trous pour chercher. Quand on attache ici. Regardez, ça c'est l'or. Pour les techniciens du ministère des Mines et de Géologie, la qualité de l'or découvert dans les réunions de Miski n'est pas contestable. C'est de l'or alluvionnaire de 24 carats. Sur le terrain, le ministre des Mines et de Géologie a sillonné l'ensemble des 6 sites d'orpaillage répertoriés par les techniciens de son département. Ces morceaux d'or que vous avez pu voir, que les gens ramassent pratiquement à la surface de la terre, sont du point de vue des géologues, c'est des indices qui montrent qu'en profondeur, il y a de l'or. Et notre rôle serait de les quantifier, de cartographier et de faire une exploitation industrielle pour permettre que le secteur des mines puisse contribuer de façon substantielle à l'émergence du Tchad à l'horizon 2025, comme l'a préconisé son Excellence le Président de la République, chef de l'État. La manne est découverte et le ministère des Mines et de Géologie entend tout mettre en œuvre pour l'exploitation rationnelle de ces gisements. Déjà sur le terrain, une équipe de géologues est déployée pour les travaux de recherche et de cartographie. Et par rapport justement à cette exploitation de l'or dans l'énérie de Miski, la rédaction reçoit en direct ce soir sur ce plateau le ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Adoum Sini. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'est un plaisir. Alors, monsieur le ministre, l'on entend depuis quelques jours parler d'une ruée vers l'or dans la région du Tibesti. Vous avez d'ailleurs effectué le déplacement, nous l'avons suivi tout à l'heure dans ce reportage. Qu'en est-il exactement sur le terrain? Comme vous avez pu le constater effectivement dans ce reportage, l'effectivité de l'existence de l'or est une évidence. Les gens avec des moyens de bord sont en train de ramasser pratiquement l'or à fleur de sol. Mais en ce qui nous concerne, et d'après les spécialistes que nous avons déployés sur le terrain, et qui vont être rejoints par une équipe dès qu'on aura réuni un certain nombre de moyens de travail. D'après donc ces spécialistes, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc nous nous attellerons à remonter à la source et de voir le contexte géologique dans lequel cet or s'est formé et trouver la roche mère à l'origine de ces pépites qu'on trouve à même le sol. Justement, par rapport à cela, il y a beaucoup de rumeurs sur ce qui est découvert. D'aucuns parlent de pépites d'or de 24 carats. Est-ce que vos spécialistes peuvent certifier ces informations? Oui, effectivement, l'or qui a été découvert dans cette zone de l'énérie Miski, c'est de l'or de 24 carats. On peut se certifier. Vous étiez avec des spécialistes sur le terrain? Ils vous ont confirmé? Oui, nous étions avec au moins... il y avait déjà 4 géologues sur le terrain, plus un 5e et un 6e m'accompagnait. Donc tout le monde est unanime pour dire que cet or-là est de qualité vraiment supérieure. D'accord, monsieur le ministre, actuellement le gisement d'or de l'énérie de Miski est exploité de manière artisanale. Quelles sont déjà les dispositions prises par votre département pour l'exploitation rationnelle de ce métal précieux? Déjà, ces indices nous confortent dans les... Pour revenir un peu en arrière, il faut se dire que les indices de présence d'or dans cette région étaient déjà évoqués par des études géologiques antérieures, mais l'ampleur et la précision avec laquelle maintenant cela se concrétise, c'est ça qui fait un peu la particularité. Et là, en ce moment, le ministère va prendre toutes les dispositions pour étudier, pour faire des études approfondies, de manière à permettre à ce que, à tirer des... Parce que nous ne pouvons pas tout seul exploiter un gisement d'une telle ampleur. Donc nous allons faire appel à des compagnies extérieures qui ont de l'expertise et nous associer pour permettre que cette exploitation puisse se faire dans des conditions les meilleures. D'accord, vous avez dit tout
à l'heure que vous ne seriez pas seul. Est-ce que vous avez déjà vous en avez parlé avec l'État et quelles sont les dispositions prises justement par l'État en matière de sécurisation de ces gisements? En ce qui concerne la question de la sécurisation, nous avons, au cours de notre séjour, eu des discussions très approfondies avec les autorités administratives locales, avec les autorités militaires des régions de l'Enedi, j'allais dire du Tibesti et du Borkou. En ce qui concerne la sécurisation, je crois que toutes les dispositions sont prises. Maintenant, en ce qui concerne les partenariats, je crois qu'on ne va pas brûler les étapes. Il faudrait déjà qu'à notre niveau, on essaie de faire les travaux préliminaires qui vont permettre de mettre en évidence aux yeux des spécialistes l'existence de cet or-là. Et à partir de ce moment-là, nous allons nous mettre à la recherche des partenariats. D'accord, monsieur le ministre, il y a une autre préoccupation. Miski voit une nouvelle ère s'ouvrir pour elle, mais cette localité dispose-t-elle d'infrastructures adéquates pour accueillir les orpailleurs qui affluent? Il faut se dire que Miski n'a pas d'infrastructure du tout. D'ailleurs, vous avez souffert en vous rendant là-bas dans la région. Oui, ça fait partie de notre quotidien. Il faut se dire que dans les infrastructures, il n'y en a pas. Et évidemment, les gens se sont déversés dans cette région-là de façon anarchique, sans se doter d'autorisation appropriée. Et je crois que là, ça pose quand même un certain nombre de problèmes que nous nous attellerons très rapidement à résoudre. D'accord, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, une dernière question. Quel sera justement l'apport de cette production dans l'économie nationale une fois toutes les conditions réunies? À ce stade, ce serait un peu présomptueux de vouloir fixer l'apport, de quantifier l'apport de ce gisement, mais tout porte à croire. Tout porte à croire que c'est un gisement très important et vous allez voir dans les prochaines années, si les études démontrent les premiers indices que nous avons pu mettre en évidence, si les études les confirment, je crois que dans les prochaines années, l'or va être d'une contribution extrêmement importante dans la formation du produit national brut. Et contribuera, je crois, de façon assez substantielle à l'émergence de notre pays. D'accord. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à toutes nos questions et nous espérons vous retrouver très très bientôt sur ce même plateau. Merci, je l'espère. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là l'invité du journal, le ministre des Mines et de la Géologie, Omar Adoumessini, que nous avons reçu donc ce soir. La suite de cette édition, le Centre régional de la documentation sur les traditions orales et les langues africaines, CERDO Tala. Voilà, en abrégé, a désormais un point focal au Tchad. L'installation du bureau pays du Tchad a lieu ce matin au Musée national. La cérémonie est présidée par le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du patrimoine, Dayamé Noaeno. Des précisions avec Tikbo Hubert. La mise en valeur de la culture enclenchée depuis lors par le gouvernement ouvre une nouvelle page de l'histoire du Tchad dans la sous-région de l'Afrique. Il s'agit de l'ouverture du point focal du Centre régional de la documentation sur les traditions orales et langues africaines, CERDO-Tala. Cette institution dont le Tchad a contribué à l'élaboration des textes en 1997 fait la promotion du patrimoine africain. Le CERDO-Tala est une organisation intergouvernementale dont le mandat couvre les questions de culture africaine à travers notamment la collecte et la valorisation des traditions de l'Afrique, leur développement, leur utilisation pour une modélisation efficiente et efficace au service de la créativité africaine. Le bureau pays du CERDO-Tala sera piloté par Nayem Ndissedibaye. Avec les premières documentations sur l'Afrique et ses richesses culturelles, le point focal servira d'espace de dialogue, de concertation et de repérage pour les chercheurs, les écrivains et les étudiants.
À travers les certes Doula, mentionne le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du Patrimoine, l'identité du Tchad, berceau de l'humanité, sera valorisée de par le monde. Au Tchad, nous parlons également de la renaissance culturelle. Ce qui veut dire que le programme de Sœurs de Tola, qui a de l'impact sur l'identité africaine, nous pensons que c'est le moment de la renaissance culturelle tchadienne pour marquer l'identité tchadienne à travers le monde entier sur la présence de Toumaï dans le monde qui est le berceau de l'humanité. Le Tchad devient ainsi le 4e pays parmi les 12 membres du CERT Doula à abriter le bureau pays de cette institution dont le siège international se trouve à Yaoundé, au Cameroun. Dans l'actualité ce soir également, le programme d'appui à la justice au Tchad, Prajus, vient de mettre un nouveau logiciel de gestion à l'administration pénitentiaire. Ce logiciel permettra une gestion informatisée des détenus des maisons d'arrêt du Tchad. La présentation de cet outil numérique de gestion s'est déroulée ce matin dans un hôtel de la place en présence des magistrats, avocats et cadres du ministère de la Justice. Service Gardelaï. C'est un nouvel outil de travail que Prajus propose aux magistrats et avocats tchadiens. Ces derniers ont eu droit à une démonstration des méthodes d'utilisation du logiciel qui sera installé dans chaque maison d'arrêt de toutes les régions du Tchad. Le logiciel devrait permettre d'éviter un certain nombre d'erreurs. Il permettra de disposer de données fiables sur l'ensemble de la population carcérale et aidera ainsi à la mise en place d'une meilleure gestion des établissements pénitentiaires. Il permettra également de signaler de façon automatique les détenus dont la détention préventive ou la peine prend fin afin de procéder à leur libération immédiate. Le secrétaire général du ministère de la Justice a indiqué que ce logiciel s'inscrit dans le cadre d'une bonne gestion transparente des prisonniers. Le présent logiciel s'inscrit dans le cadre d'une transparence de l'administration pénitentiaire. Et c'est dans ce cadre qu'il a été initié un fichier national des détenus pour permettre une saine gestion des détenus, à savoir les prévenus, les inculpés, les accusés, les condamnés et les contraints par corps. Ce logiciel est déjà installé dans les maisons d'arrêt d'Abéché, Bongor, Doba, Mongo, Mundu, N'Djamena et Sarr grâce aux ordinateurs livrés par le programme d'appui à la justice au Tchad, Prajus. Quelques jours après la tenue de l'Assemblée générale du Conseil consultatif des jeunes, le ministère de la Jeunesse et des Sports répond à une des recommandations de cette rencontre. Le ministère vient de mettre un lot de matériel pour permettre le bon fonctionnement de cette organisation. Adef Ahmad Benrama. C'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a remis un lot de matériel de bureau au Conseil national consultatif des jeunes. Il est constitué de chaises, des tables et des armoires. Un geste qui va permettre un temps soit peu au bureau exécutif de cet organe de la jeunesse de mener à bien ses activités. Le ministère, en remettant le minimum de matériel que vous avez devant vous, montre qu'il a cette ferme volonté de vous accompagner dans ce processus-là. Donc vous n'êtes pas seul. Faites-vous aider par le ministère et aussi par les partenaires. Vous avez cette possibilité de vous ouvrir pour davantage améliorer les conditions de travail de votre institution. Le Conseil national consultatif des jeunes, par la voix de son président, s'est dit réconforté par le geste du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je suis impressionné par ce geste. Cette aide permettra de renforcer les capacités de notre structure qui cherche à décoller. J'invite les autres partenaires à emboîter le pas du ministère de la Jeunesse et des Sports pour aider les CNCJ. Le président du CNCJ a rassuré les donateurs de l'utilisation efficiente des matériels mis à leur disposition. Le membre du bureau politique national du MPS, Jean-Bernard Padaré, et la députée Habiba Saoulba, à la tête d'une importante délégation, ont entamé une tournée politique dans la région du Mayo-Kébi-Ouest. Cette tournée a conduit tour à tour la délégation à Pala et à Léré. À chaque arrêt, la délégation organise des rencontres d'échange avec la base, mais aussi et surtout réaffirmer les engagements du président de la République pour la région. Ganda Tawamia, envoyé spécial de Télétchad.
C'est au pas de course que Jean-Bernard Padari, membre du bureau politique national du MPS, la députée Habiba Saoulba et la délégation qui les accompagne ont fait cette tournée politique dans le Mayo-Kébi Ouest. Une tournée qui les a conduits de Pala, chef-lieu du département du Mayo-Dala, à Léré, chef-lieu du département de Lac-Léré, en passant par le canton Bissi-Mafou, la sous-préfecture de Lagon, le village Mabadjeng et le carrefour Guitale-Guélo-Mourchangné. Les meetings tenus ont permis aux populations de ces différentes localités visitées d'égrener leur chapelet de doléances. La réforme du système éducatif visant à supprimer les lycées des cantons et sous-préfectures causerait d'énormes dommages. L'exemple du collège lycée Saoulba Gongchome de Bissi-Mafou, qui renferme plus de 4000 élèves, a été cité. Les autorités locales souhaiteraient que le gouvernement étudie au cas par cas avant de décider de supprimer un lycée. Une tournée édifiante pour le membre du bureau politique national et la députée de la région. Avant, les gens se cachaient parce qu'ils sont MPS. Aujourd'hui, tout au long de notre parcours sur l'Éré, à chaque 10 km, on trouvait des foules pour nous accueillir, pour dire qu'ils sont MPS et qu'ils nous supportent. Ça, c'est le résultat de la communale. À nos militants, je veux dire, demeurer mobilisés. Mobilisés parce que le MPS est le seul instrument qui pourra nous permettre de transformer notre région en une région qui sera celle d'un pays émergent. Donc, par conséquent, qu'on demeure mobilisé à tout moment, prêt à se sacrifier pour le succès du MPS dans notre région. À travers cette mission, Jean-Bernard Padare a voulu réaffirmer l'engagement du chef de l'État de doter la région du Mayo-Kébi Ouest des infrastructures. Il a appelé la population du Mayo-Kébi Ouest à cesser de croire à ceux qu'il qualifie d'illusionnistes qui racontent des contre-vérités sur le programme politique du chef de l'État. Pour lui, d'ici 2016, conformément aux engagements du président Idriss Déby Itno, tous les gros projets seront réalisés au bénéfice des populations du Mayo-Kébi Ouest. Comme le Mayo-Kébi Ouest l'a fait aux élections municipales, Jean-Bernard Padare invite toute la population à porter son choix sur la liste MPS aux élections régionales qui pointent à l'horizon. Et puis, dans le cadre de son plan d'action, le Fonds national d'appui à la jeunesse a organisé une formation axée sur l'entrepreneuriat à l'intention des jeunes du Mayo-Kébi Est. Les jeunes venus des différents départements de la région se sont retrouvés à Bongor pour apprendre les différents processus pouvant leur permettre de mettre sur pied et de gérer leur propre entreprise. Anastasie Bissi. Plus d'une centaine de jeunes du Mayo-Kébi Est ont bénéficié de cette formation en entrepreneuriat organisée par le FONAGE, Fonds national d'appui à la jeunesse. Objectif, outiller les jeunes à monter leurs propres projets et à les gérer. À travers cette formation, le FONAGE entend faciliter la réinsertion socio-économique des jeunes et réduire le taux de pauvreté. Conscient du rôle que doivent jouer la jeunesse pour le développement du pays, le gouverneur du Mayo-Kébi Est convie les participants à véhiculer les connaissances acquises. La jeunesse du Mayo-Kébi Est rend un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour avoir offert cet instrument et cette opportunité à la jeunesse tchadienne. Le directeur général adjoint du FONAGE, Didi Bichara, estime que cette rencontre est une réussite. Il relève que les projets initiés doivent répondre aux critères exigés par son institution. Les participants ont pour leur part recommandé au FONAGE de rendre pérennes de telles formations à leur intention pour leur autonomisation. Ils souhaitent également que la sélection des différents projets soit effectuée d'une manière transparente et pertinente. Dans le cadre du programme élargi de vaccination, les enfants nomades du village Lamba, dans le département de Lakabia, viennent de recevoir des vaccins contre certaines maladies endémiques. L'opération a lieu à Gounougaya, en présence des responsables de la délégation sanitaire du Mayo-Kébi Est et des autorités locales. Estelle Abdelkader. La lutte contre les maladies endémiques dans le département de la Kabia en général et du village Lamba en particulier s'accentue. Avec cette nouvelle phase de vaccination, le programme élargi de vaccination entend mettre à l'abri les enfants nomades âgés de 0 à 9 mois contre certaines maladies, notamment la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. À ces maladies s'ajoutent l'hépatite B, la fièvre jaune et l'homophilus influenza. Cette campagne de vaccination est une initiative de la délégation
l'investigation sanitaire de la région du Mayo-Kébi-Est en faveur de cette composante de la société. Selon les techniciens de la santé, un enfant régulièrement vacciné est protégé à vie. Le délégué régional du Mayo-Kébi-Est et le préfet se sont relayés pour encourager les parents à faire vacciner massivement leur progéniture, une initiative saluée par le gouverneur de la région. Avec cette occasion, les parents se sont engagés à vacciner leurs enfants et à respecter les doses de vaccins prévues pour les enfants dont l'âge est compris entre 0 et 9 mois. Parlons à présent sport. La Fédération tchadienne de lutte traditionnelle vient de tenir son assemblée générale. Ces assises qui ont regroupé les représentants des différentes ligues régionales et les membres du bureau sortant ont permis de passer en revue les mots qui minent le bon fonctionnement de cette discipline sportive. Au terme des travaux, une nouvelle équipe dirigeante a été élue. Innocent Kilayou. Après 48 heures de mésentente et de bras de fer sur la tenue de l'assemblée générale élective de la Fédération tchadienne de lutte, les 7 membres du bureau exécutif ont finalement enterré leur hache de guerre pour aller aux élections. C'est ainsi qu'au poste du président de la fédération, le présidium a enregistré 3 candidatures. Il s'agit de Mohamed Zen, le président sortant, de Baba Ahmad Baba, le trésorier de la fédération, et de Dividi Boukar. Vous avez 7 foyers, soit 2 délégués, ça fait 14. Plus les 7 membres du bureau exécutif, ça ferait 21 personnes qui sont éligibles et électeurs. Le résultat du vote donne Baba Ahmad Baba vainqueur avec 14 voix. Mohamed Zen, le président sortant, n'a enregistré que 7 voix. Et Dividi Boukar, 0 voix. Baba Ahmad, président de la fédération. Pour Baba Ahmad Baba, le nouveau président de la Fédération tchadienne de lutte, la tâche qui l'attend est immense. Notre première mission, c'est d'abord installer ces ligues régionales. Et en installant ces ligues régionales, ça nous permettra de toucher en profondeur et de pouvoir détecter les talents qui se trouvent dans le domaine de la lutte au fond du village. Le secrétaire général du comité olympique et sportif tchadien, Idriss Dokoni Adiker, et le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, Léonard Soulgan, ont pris acte du résultat du vote des membres du bureau exécutif de la Fédération tchadienne de lutte. Le secrétaire général du comité olympique et sportif tchadien ainsi que le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports ont souhaité bon vent au nouveau bureau exécutif de la Fédération tchadienne de lutte qui compte 7 membres. Et avant de nous séparer, je vous donne la teneur de cette décision numéro 001 de la Fédération tchadienne de football association portant retrait du titre de champion de tournoi national RTL Jeune Talent 2013 à Tourta International du 5e arrondissement de N'Djamena. Le titre du champion de la finale RTL Jeune Talent 3e édition est retiré à Tourta International du 5e arrondissement de N'Djamena. Les entraîneurs de l'équipe Tourta International du 5e arrondissement de N'Djamena sont suspendus pour la prochaine édition. Le titre du champion RTL Jeune Talent 3e édition revient donc à l'équipe Étoile d'Abéchier. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. À la signature, le vice-président Mohamed Abdelaziz Lawandi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le 23h30, ce sera avec Grangacham Irima. Demain, vous retrouverez Emadi Orion Odette. À très bientôt sur Téléjac. Bonsoir.